Hey, salut tout le monde, bienvenue à Mordu de hockey. On est de retour. Salut, comment ça va, mon Julien? Yeah, salut Seb, je suis en pleine forme, puis j'espère que toi aussi ça va bien. Oui, comme toujours, écoute, on a un gros show aujourd'hui. En fait, on a une série de shows aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être tu peux nous l'expliquer, Julien. Power Ranking, on Mhm. l'a fait au début de l'année. Là, on a Ouais. un peu modifié peut-être les paramètres. Fait que peut-être c'est une bonne idée de nous mettre les bases sur qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui. Ouais, ben en gros, tu sais, on explore la profondeur là, du Canadien de Montréal au niveau là, des choix de repêchage des dernières années. Euh, c'est un peu ce qu'on a fait pour lancer Mordu de hockey là, à l'époque. Donc, on s'est dit que c'était intéressant de revisiter ça à la fin de l'année. Donc, le point de vue un peu qu'on a adopté, ou le point d'analyse là, qu'on a adopté pour essayer de créer cette liste-là, c'est principalement là, à quel point les joueurs que le Canadien a dans l'organisation, les jeunes joueurs en bas de 23 ans, là, à quel point ces joueurs-là sont prêts, proches de jouer dans la Ligue nationale, donc prêts à jouer au niveau de la Ligue nationale, puis à quel point ils risquent d'avoir un rôle, disons, important, soit un rôle au niveau top 6, un rôle au niveau de la deuxième paire de défenseurs. Donc, tu sais, quel type de rôle au niveau de leur plein, une fois que leur plein potentiel va être accompli, ils devraient Hmm. occuper dans l'organisation. Donc, on Selon vous a ce qu'on sorti à peu voit. près là, une liste là, une vingtaine de noms avec des mentions honorables là, pour ça. Oui, ben justement, je voulais commencer avec tes mentions honorables parce que je trouve que c'est un très bon point. Écoute, on avait une liste de 25-26 joueurs qui, Mhm. nous, on pense que ça vaut la peine de parler de eux. Mais comme on va faire ça en 2 épisodes, on va faire donc le top 20. Il y Ouais. en a qui n'ont pas passé la coupure. Puis là-dedans, il y a quand même des noms que je trouve intéressants, dont le frère de l'autre, le Luke Mittelstadt. C'est Ouais. intéressant de voir qu'il est quand même là, même si, bon, au niveau statistique, au niveau implication dans la hiérarchie, là, peut-être qu'il n'est pas tout à Mhm. fait là. Il y a certaines personnes qui diraient que ça va être un tweener. Là. Un tweener, c'est quelqu'un qui va être entre Ouais. les deux ligues, puis qui sera pas en mesure de percer l'alignement. Mais toi, tu penses-tu qu'un gars comme ça a le potentiel d'arriver sur une troisième ligne, sur une quatrième ligne? Mhm. Mais c'est ça qui est intéressant, en fait, avec ces gars-là. Tu sais. Donc, là, tu parles de Luke Mittelstadt principalement. On Oui. a entendu parler aussi de Sam Harris là, au cours du Frozen Four, là, puis de cette période-là, parce qu'il y a eu des belles performances au niveau de la NCAA. Tu sais. Donc, Ouais. tu sais, c'est des joueurs ils ont ils ont un bagage, ils ont un coffre à outils qui est significatif et qui leur permettrait de jouer dans la Ligue nationale s'ils finissent par bon, des fois, c'est une question de mise en de force musculaire, là, de gabarit. Des fois, c'est une Ouais. question un petit peu plus d'éthique de travail. En tout cas, il y a toutes sortes toutes sortes de facteurs qui rentrent dans cette évaluation-là. Mais c'est des joueurs qui pourraient un jour être des late bloomers, si tu me permets RHP. l'expression, Seth. Là. Ouais, ben, RHP te dit, ouais, allez, c'est parce qu'il est encore jeune, lui, par exemple. Là. Oui, Mais tu oui, sais, oui. c'est des gars qui, s'ils persévèrent puis ils travaillent fort, on pourrait entendre parler d'eux dans la Ligue nationale à 25-26 ans. Ouais. Probablement pas avec le Canadien là, dans la force des choses, là, nécessairement. Mais c'est ça. J'ai l'impression que c'est des gars que s'ils roulent leur boss, ils viennent jouer en Ligue américaine. C'est des choses qui, tu as mentionné, là, des tweeners fort, fort potentiellement qui vont finir dans cette position-là. Mais Mm. si les choses se placent, les belles situations se présentent, ils pourraient finir par avoir quelques matchs d'expérience au niveau de la LNH. Là. Ouais. Puis là-dedans, tu as aussi un gardien de but. Fait que, on n'a pas tant de gardiens de but de Mhm. calibre, disons, Ligue américaine, à tout le moins. Là. Fait que, Ouais. quand on regarde la liste, ben, ceux qui ont l'air les plus intéressants, c'est les plus jeunes. Parce que on connaît un Mhm. peu Dobbs, on connaît évidemment Primo, puis Montembeault, ben, c'est un gars de la Ligue nationale, ça c'est sûr à 100%. Mais Ouais. quand on regarde les moins de 23 ans, ben là, tu n'as pas mis Quentin Miller, puis je pense qu'il y a quand même une bonne raison pour ça, que tu ne l'as pas mis dans le top 20, c'est-à-dire Ouais. devant un Russe, entre autres. Mhm. Peux-tu m'expliquer un peu ton raisonnement là-dessus au niveau de Quentin Miller? Ouais, ben écoute, la raison est simple. Là,
pour cette année, du moins, là, et ça fait 2 saisons qu'il joue vraiment pas beaucoup de matchs, Quentin Miller, au final. Il est victime d'une blessure pour cette saison. Là. Ouais. Mais j'ai quand même pratiquement plus de si vous fouillez un petit peu, là, vous avez quand même pratiquement plus de bons vidéos de la part de Volokin que de Quentin Miller disponibles pour faire vos analyses quand vous regardez les gardiens de but. Fait que, ça en dit long un peu là, sur la qualité peut-être des minutes de jeu, malheureusement, que Miller a eu la chance d'avoir. Puis détrompez-vous, ça veut pas dire qu'il ne sera pas en mesure d'être peut-être un bon gardien de but là, qui va rouler sa bosse une couple d'années dans la Ligue nationale. C'est pas du tout ça que ça veut dire. C'est simplement que avec les jeunes gardiens de but qu'on a, Fowler, Volokin, puis Dubus, présentement, ils sont beaucoup plus proches de pouvoir donner de quoi de pertinent là, au niveau professionnel pour le Canadien puis le Rocket. Là. C'est la raison principale, en fait. Ben oui, exact. Puis, c'est ça. Écoute, il y en a. Là, Cédric Guindon, peut-être la grosseur un petit peu. Kostenko. Là, tu as Philippe Eriksson, puis tu as un gars qui s'appelle Harris. Harris, qui n'est pas... c'est pas Jordan Harris, là, on s'entend. Non. Il y a des joueurs qu'on n'entend jamais parler ou presque pas qui sont dans le giron du Canadien, qui ont été repêchés. Dans le cas de Sam Harris, on a parlé de lui récemment, là, parce qu'avant ça, il était sur aucun radar. Là. Oui. Ouais, puis c'est ça, c'est des types de joueurs que il va falloir qu'ils travaillent fort vraiment. Là. Il va falloir qu'ils mettent des bouchées doubles. Puis ça va être des joueurs qui vont finir par faire un marque au niveau du hockey professionnel par leur effort, justement. Ouais. Fait que ça veut pas dire que ça peut pas être pertinent de les avoir dans le giron de l'équipe. Peut-être au niveau leadership. Si on pense à Harris, là, parce que Harris, c'est clairement un gars qui travaille très fort tout le temps. Puis je pense que c'est une des raisons là, pourquoi il a réussi à finir par se faire pêcher là, dans un repêchage. Non seulement ça, il a joué pour l'Université de Denver, puis c'est eux qui ont gagné le Frozen Four, c'est eux qui ont tout graflé, en fait, par-dessus l'équipe à Fowler, entre autres. Fait que ça, c'est assez drôle parce qu'il y a beaucoup de joueurs de la NCAA dans notre giron, là, donc on peut penser qu'il y a une petite rivalité interne déjà qui est établie. Là. Ouais, puis c'est probablement aussi une des raisons pourquoi que l'équipe de Kent Hughes ont vu quelque chose en ce gars-là aussi. Là, on sait qu'ils sont quand même allumés là, au niveau du réseau américain. Donc, exact. Une des raisons pourquoi il faudrait pas être surpris de le voir faire sa marque au niveau de la Ligue américaine, puis avoir ses chances au niveau de la Ligue nationale sur un 4e trio. C'est le genre de gars qui nuit. Il fera pas mal de jouer 7 minutes par match. Oui, exact. C'est le rôle qu'il devrait prendre, en fait, si jamais il fait son chemin. Probablement, tu as bien raison. On va y aller avec notre top 20. On va commencer avec notre numéro 20. Donc, Power Ranking, c'est évidemment, selon nous, sont où dans la hiérarchie du Canadien? Moins de 23 ans. Donc, on ne verra pas un Cole Caulfield qui, lui, a déjà 23 ans. On ne verra pas non plus un Pitlick, Red Pitlick, qui a déjà 23 ans, mais qui joue encore dans la NCAA. Lui a décidé de faire le chemin au complet dans la NCAA. Même chose pour un exemple, un Luke Tuck, c'est... en fait, Luke Tuck, si je ne me trompe pas, il y a déjà 23 ans, si je ne me trompe pas. Mais, en tout cas, on va... direct dessus? Oui, je suis dessus. Là, donc, il y a 22 ans en ce moment. Fait que, au niveau du tournage, il y a 22 ans. Fait que selon ce que vous allez voir, si, exemple, vous le regardez vraiment plus tard, là, avant, exemple, qu'on recommence la nouvelle saison 5 sur le show, ça se peut que vous ayez dit hey, celui-là, il a déjà 23 ans. Mais la chose la plus importante, c'est il est rendu où dans la hiérarchie du Canadien? Puis, il y a moins de 23 ans. Fait qu'on va laisser faire Cole Caulfield, mais les autres, par contre, là, les Slavkovski, les Mailloux, les Strubble, tous ces gars-là vont être dedans. Fait que 20e, on parle de Rohrer, Vincenz Rohrer. Vincenz Rohrer a joué en Europe, hein? Il n'a pas joué ici encore. Toujours pas de contrat pour lui. Non, puis tu sais, écoute, je l'ai placé 20e simplement parce que, encore là, c'est le type de gars qu'il a un bagage, puis il a un coffre à outils intéressant, puis il cadre avec le type de joueur que, en gros, là, le Canadien est à la recherche présentement au niveau professionnel, qui est un gars de 4e ligne ou un gars de 3e ligne potentiel pour le futur.
Sauf que j'ai fortement l'impression qu'il va finir sa carrière en Europe, par contre. Là. Mais parce qu'il y en a d'autres, des joueurs comme ça, qui s'en viennent un petit peu plus haut qu'on va parler. Puis, tu sais, en comparant avec d'autres gars un petit peu plus bas, ben, tu sais, c'est au niveau statistique, c'est quand, puis, tu sais, justement, au niveau du coffre à outils que le joueur a, il est encore peut-être un peu meilleur que ceux qu'il y avait en dessous de lui, pour l'instant, du moins. Donc, c'est la raison là, pourquoi il finit 20e devant Harris, Eriksson et autres de ce Mittelstadt de ce monde-là. Ben, il ne faut pas s'étonner. Rohrer, c'est un 3e ronde. Puis quand on passe la 2e ronde, là, les chances de faire la Ligue nationale sont très, très minces. Les Joshua Roy de ce monde, là, il n'y en a pas beaucoup là, de ça. Là. C'est un parmi un sur, mettons, 20 là, qui va être en mesure, après la 2e ronde, de faire des matchs dans la Ligue nationale et de s'établir dans la Ligue nationale. Donc, c'est quasiment lancer un 25-7 dans les airs, puis t'espères que, OK, le scouting, là, que les gens ont fait leur travail, puis ils ont détecté au moins un talent qui fait en sorte qu'ils se démarquent des autres. Oui. C'est ça la clé pour ces joueurs-là. En effet, là, c'est souvent une partie de leur jeu là, qui va vraiment être au-dessus de la moyenne et qui va leur permettre de se faire un chemin. Là. Exact. Et Rohrer, probablement qu'il manque un petit morceau justement pour... Il manque cette partie-là de dire, OK, il y a vraiment ça qui est exceptionnel. Mais bon, étant un joueur qui est plutôt sécuritaire au niveau défensif, mais justement, ça a toujours son attrait. Là, quand je vous parle de coffre à outils, là, ça a toujours son attrait pour le hockey professionnel nord-américain. Un joueur qui ne coûte rien en défensive. T'sais. Clairement. Puis là, si on passe au numéro 19, donc notre numéro 19, Florian Xhekaj. Florian Xhekaj qui a débuté sa saison dans la AHL déjà cette année. Oui. Donc, en fin de saison, a réussi à faire quelques matchs. Toi, t'as-tu impressionné un peu le niveau de maturité de ce joueur-là? Ben, de voir à quel point il a suivi physiquement. Moi, c'est ça qui m'a impressionné déjà, en fait, là, de la part de Xhekaj. Ben, tu sais, impressionné. Fallait s'y attendre en connaissant la famille, là, puis d'avoir vu son développement physique au cours de la saison là, au niveau junior. Sauf que c'est quand même toujours une adaptation là, d'amener ça immédiatement au niveau professionnel quand tu arrives là, au niveau de la Ligue américaine de hockey. Puis, écoute, il a bien fait ça. On peut pas dire qu'il a été dominant, mais clairement, physiquement, il a sa place dans ce niveau de jeu-là. Fait qu'on va avoir l'occasion de voir vraiment là, son développement au cours de la saison prochaine. Puis, tu sais, on commence à parler, en fait, là, ce que je trouve excitant, en fait, là, de ce power ranking-là des espoirs, c'est que, ben, au 19e rang, on parle d'un gars qui devrait du moins jouer dans la Ligue nationale déjà, je pense. Oui. C'est intéressant. À quel point ça va être un joueur important au niveau d'une 4e ligne dans la Ligue nationale, d'une équipe, c'est difficile à évaluer, mais il devrait jouer au moins quelques saisons dans la Ligue nationale. Je suis pas mal convaincu déjà. Oui. Puis écoute, en 2022, dans la OHL, 25 points. Arrive dans son année après repêchage, donc plus 1. 65 points, donc plus d'1 point par match en 63 parties. Ouais. Pour le type de joueur que c'est excellent. On parle d'un grand joueur de 6 pieds 4. On parle d'un gars qui va faire 220, 200, à sa pleine forme, là, peut-être 220, 225 dans ce coin-là. Fait que ça va être un power forward. Ça va être un gars qui est là pour stabiliser le bottom six, là, donc les 2 dernières lignes, puis faire en sorte que quand tu arrives en série, tu ne te fais pas brasser par l'autre équipe. Là. On regarde les Rangers, là, ça brasse là, avec les Rangers. Là, fait que c'est pas pour rien que les équipes vont vouloir se renforcer, puis vont vouloir avoir des joueurs de ce type-là. Autant dans le top 6 que dans le bottom 6, donc dans les 6 derniers joueurs. Oui, moi, je l'aime beaucoup. La progression que tu viens de nous donner en ce moment, là, ça nous prouve que justement, si au niveau physique, là, il est capable de soutenir le coup, ce qui devrait arriver avec l'entraînement et tout, ben, inévitablement, ça va être un joueur qui va être capable de donner une 20aine de points par année, là, à peu près, là, au niveau de la Ligue nationale, justement juste par l'utilisation de son physique puis de son jeu robuste. Fait que
c'est prometteur, là. C'est Ben très oui. prometteur dans son cas. Ouais, puis c'est pas un gars qui est pas capable de scorer, d'amener de l'attaque, comme tu dis. Là. Fait que ça devient très intéressant de l'avoir dans ton alignement. Puis, la dernière peut-être petite chose par rapport à ça, c'est que tout le monde capote sur Caden Lindstrom, un gars de 6 pieds 4, etc. Mais c'est un peu le même principe avec lui aussi, là, dans le sens que avant son repêchage, il avait grandi de 3-4 pouces. C'était pas le même jeune homme. Fait que c'est pour ça qu'il était sorti 4e ronde. Les gens se demandaient encore quel genre de potentiel il pourrait avoir. Puis son année de repêchage, c'est l'année où il a grandi, c'est l'année où il était un peu bizarre là, au niveau de son coup de patin et tout ça. Puis là, ça semble s'améliorer. Fait que ça, c'est une bonne chose. Ouais, puis oui, c'est souvent, là, des gros bonhommes, là, c'est souvent ce qui va arriver. Là. Il y a une espèce d'une année ou deux là, que c'est un peu particulier au niveau de la motricité. Il y a des gars qui l'ont plus tard que d'autres. Fait que là, dans son cas, ça a l'air d'être déjà passé, ce qui est encourageant aussi. Oui, clairement. Alors, maintenant, si on passe au 18e, Volokin, gardien de but russe. Gardien de but russe, il est loin dans ta liste parce que moi, je l'aime vraiment beaucoup, mais je comprends pourquoi il est loin. Moi aussi, je l'adore. Là, puis la raison pourquoi il est loin, c'est qu'il n'est pas proche de jouer au hockey nord-américain, je pense. Ouais. C'est pas qu'il n'y a pas un potentiel plus élevé que certains joueurs en avant de lui. C'est qu'au contraire, là, ça devrait prendre au moins encore une saison ou deux avant qu'on ait l'occasion de le voir jouer au hockey nord-américain. Puis c'est vraiment juste à ce moment-là qu'on va voir à quel point il y en a dans le ventre, là, si vous me permettez l'expression. Parce que, écoute, de ce que je vois dans tous les niveaux de hockey qu'il a joué au niveau de la Russie, là, écoutez, il a des aptitudes athlétiques exceptionnelles. Il est rapide, il est confiant dans son filet, il joue très avancé dans son filet. Là. C'est pas toujours une qualité que les coachs des gardiens de but apprécient au niveau de la Ligue nationale ou au niveau du hockey nord-américain, mais ça démontre une grande capacité et une grande confiance en ses moyens. Fait quelqu'un qui a le mental fort en tant que gardien de but, c'est toujours une bonne nouvelle habituellement pour son développement et pour le futur. Les Russes, c'est toutes des bébites, là, puis les gardiens de but encore plus. Mais une chose qu'on ne peut pas leur reprocher, les gardiens russes, quand ils sont dominants, là, on s'entend, sont forts mentalement aussi. Là. Ils sont habituellement très forts mentalement et très stables quand ils sont dans la zone. Puis comme tu l'as déjà parlé, il fait penser un peu à Fleury dans son style de jeu. Puis j'aime ça. Oui, c'est ça. Puis j'aime ça, voir ça, parce qu'après ça, tu regardes les statistiques. Puis là, ce qu'il ne faut pas capoter, puis c'est un peu la même chose avec, exemple, Ivan Demidov, qu'on va parler dans un épisode plus au niveau du repêchage. Il a joué seulement dans la MHL. La MHL, c'est la ligue junior, si on veut, de la KHL. Donc, ce n'est pas une ligue qui est, à proprement dit, élite. Fait que c'est un peu comme si on parlait de, exemple, Kel McCarr qui est allé jouer dans la BCHL, dans la ligue, dans le fond, plus en dessous de la USHL, puis en dessous de la Ligue canadienne. Donc, c'est une ligue entre les deux. Un autre qu'on peut penser, exemple, Dean Letourneau, qui joue en ce moment dans une ligue un peu plus faible, ben, ça pourrait être un peu les genres d'équivalence en termes de la MHL. Mais ses chiffres sont incroyables. C'est ça qui est fou, pareil. Là. C'est une moyenne de 938, là, puis c'est moins de 2 buts par match. Il faut le faire pareil. Là, dans une ligue où la défense, des fois, ça peut être un peu difficile avec des jeunes joueurs. Oui, puis tu sais, oui, justement, là, tu l'as dit, la défense, ça peut être difficile. Le type de jeu est très ouvert. Là, puis la glace est grande. Fait que c'est justement des fois plus impressionnant de voir à quel point il est capable de s'imposer au niveau de ce type de jeu-là. Imaginez là, avec une bonne défensive, un bon système de jeu hermétique qu'il peut avoir là, justement là, dans le hockey américain qui est plus reconnu pour ça que le hockey international, à quel point il pourrait peut-être être exceptionnel. Fait que, présentement, il est loin dans la liste, mais je mettrais... l'astérisque. Je mettrais du surligneur dessus. Ah ouais, là, OK. Pour les prochaines années. Là, si vous en avez un à surveiller, là, c'est lui. Oui, surtout dans les gardiens. Puis, si on va au prochain, le 17e, le 17e choix. Le 17e choix,
tu y vas avec Riley Kidney. Ouais. Puis je suis vraiment pas en désaccord. Je suis un peu déçu de ce que j'ai vu, mais en même temps, avec sa carrure, avec sa grosseur, c'est quand même un peu normal aussi. Là. Il n'est pas encore à maturité physiquement. Puis je pense que ça ne l'a pas aidé dans sa saison. Avec évidemment le Rocket. 100% Seb. Puis tu sais, les deux prochains, en fait, là, c'est un peu la déception de cette année, je pense, là, pour plusieurs. Puis tu sais, ils sont un peu victimes justement de leur carrure là, parce que si on regarde les joueurs qui vont faire partie probablement du futur de l'organisation, ben on les a déjà, ces joueurs-là. Puis, tu sais, on a peut-être de la place pour un autre de cette carrure-là, là, si on veut vraiment avoir une belle équipe compétitive. Fait que, malheureusement, ces deux joueurs-là, Kidney se retrouve à ce rang-là principalement parce que je vois moins de potentiel d'un jour pouvoir jouer sur un top 9. Je le vois peut-être plus apporter la touche offensive à un quatrième trio maintenant là, que de pouvoir jouer sur un top 9 malheureusement. Oui, il va falloir qu'il améliore beaucoup son jeu défensif à ce moment-là parce qu'il a été reconnu dans la Ligue canadienne comme un joueur extrêmement offensif avec ses 100 points en combien de matchs je l'ai à côté de moi? 66 matchs. Fait que c'était vraiment c'était un gars qui était axé sur l'offensive, donc va devoir changer, modifier un peu sa façon de jouer pour amener quelque chose de différent aux autres. Là. Il n'y a pas le 100%. choix. Là. 100% parce qu'au niveau purement offensif, justement, là, en tout cas, ça pourrait changer. Là, il y a le temps d'évoluer puis il y a le temps d'apprendre des choses aussi. Là, mais au niveau de ce qu'on a vu à Laval cette saison, il manque de constance au niveau offensif pour pouvoir dire qu'il va un jour avoir la chance d'atteindre un top 6. Là, du moins, ça, je pense que ça va être mission difficile. Je dirais pas mission impossible, mais mission difficile pour Riley Kidney. Je pense qu'on n'a pas le droit de dire ça sur YouTube. S'il y a des droits, il y a des... Ah oui, ça appartient à Tom Cruise. Tu n'as pas le droit. C'est pour ça que j'ai changé le mot. Fait que tout de suite, notre prochain, c'est Farrell, Sean Farrell. C'est la même affaire, hein? Fait qu'on aurait pu juste inverser les noms. Copier-coller. Ben oui, tu sais, je ne veux pas passer trop de temps sur Sean Farrell, mais tu sais, on s'est peut-être excité un petit peu trop sur Sean Farrell l'année passée. Puis quand on l'a vu jouer, il a compté un but rapidement. Il s'est quand même fait la main, même si on voyait clairement qu'il y avait des lacunes défensives puis qu'il ne gagnait pas ses batailles à 1 contre 1. Mais là, dans la Ligue américaine, cette année, c'est le même combat. Là. Il n'arrive pas à gagner des batailles à 1 contre 1. C'est difficile pour lui quand il se ramasse dans le coin de patinoire. Fait que là, il n'y aura pas le choix. D'après moi, il faut qu'il apprenne de RHP, il faut qu'il apprenne de Gallagher parce que sinon, là, il ne sera pas capable de monter là, d'un autre cran. Là. Ouais, ben ça va y prendre beaucoup de travail physique, en tout cas. Là. Il va falloir qu'il s'entraîne fort. Ouais. Puis, tu sais, ce qui a fait dans ça qu'on s'est excité avec Farrell, je pense, c'est son potentiel offensif. Hein? C'est le fait qu'il est capable de marquer des buts. Ouais. Puis marquer des buts, c'est une denrée rare. Quand tu as un joueur qui est capable de le faire, c'est excitant. Puis, tu sais, soyez pas surpris qu'il finisse par un jour faire peut-être 20 buts dans la Ligue nationale dans une équipe médiocre. Là. Mais, je l'ai dit, c'est le mot-clé, c'est une équipe médiocre. C'est malheureusement, si on veut aspirer à la coupe, ça va être difficile d'avoir un Farrell qui compte 20 buts dans son équipe, je pense. Ouais, non, j'ai de la misère à compter ça. Puis en plus, il fait 5 pieds 9. On a déjà RHP, on a déjà Cole Caulfield qui vont se servir. Puis d'après moi, sont plus matures et plus aboutis comme joueurs. J'ai pas l'impression qu'il y a de la place pour Sean Farrell. Puis je dois te donner le crédit à Frank. Frank en a parlé souvent. Puis souvent, il disait la même chose. Puis j'étais comme, ben non, tu vas voir Frank, là, il devrait être pas pire. Puis finalement, c'est ça. Fait que, tu sais, un avant, habituellement, quand il passe une année complète dans la Ligue américaine, tu es capable de bien analyser si c'est-tu le genre de joueur potentiellement pour la Ligue nationale ou non. Puis de temps en temps, tu peux te tromper. Tu sais, Joshua Roy, on l'a vu tout de suite, là. Les Flamèches étaient là, il était capable de faire les passes. Puis non seulement ça, quand tu voyais que Roy s'en allait, des gars comme Riley Kidney, des gars comme Farrell commençaient à avoir plus de difficultés à produire. 100%. Fait que c'est ça. Tu le vois tout de suite. C'est la raison pourquoi Roy va être à sa place aussi dans
Wow. Ouais, c'est ça. Gang, arrêtez de niaiser. Une bonne façon de me supporter, parce que vous aimez ce contenu-là, c'est d'être un membre de la Loge Président. Vous allez être gagnant parce que vous allez avoir plein d'exclusivités, des vidéos à chaque semaine de plus, juste pour vous. Et en plus de ça, vous allez avoir accès à des primeurs, des événements que je vais organiser tout au long de l'année et aussi de beaux concours, des billets de hockey, des casquettes, des t-shirts, plein d'accessoires, gang! Je vous le dis, vous ne le regretterez pas. Merci de votre appui. Va pas trop vite. Prochain joueur, prochain gardien, excuse-moi, parce que là, on parle de Jacob Fowler. Jacob Fowler, il est loin Je vois dans du ta monde liste. capoter déjà, là, tu sais. Mais non, mais la raison est ultra simple, là. C'est qu'il ne jouera pas encore là au hockey professionnel pendant au moins 2 ans, je pense. C'est pas que... Pas qu'il serait pas prêt à le faire. On en a discuté déjà, Ced, là, dans un de nos épisodes, nos épisodes d'il y a peut-être 2 mois environ. En tout cas. Ouais, environ. Mais, tu sais, c'était discutable à savoir s'il va vouloir faire le saut au hockey professionnel dès cette année. Tu sais. Mais, écoute, là, il y a tellement une situation parfaite, ce jeune homme-là, devant lui. Il va pouvoir peut-être briser, établir tous les records possibles et imaginables en NCAA. Il va peut-être devenir un gardien de but qui va gagner le Hobie Baker. C'est toutes des choses qui pourraient faire de lui quelqu'un d'encore plus exceptionnel s'il fait juste prendre le temps de maturer, de prendre des bonnes habitudes de vie au niveau alimentaire, parce qu'on a vu que c'était peut-être ce qui faisait partie de son défaut là, au niveau de son année de repêchage. Mais il a perdu 25 livres, il est rendu correct à ce niveau-là. C'est déjà en train de se faire, là. C'est ça. Mais, tu sais, clairement, il y a des belles choses qui s'en viennent pour lui. Il risque d'avoir un rôle important dans l'organigramme du CH, sauf que ça ne sera pas avant 2-3 ans, d'après moi. Et c'est la raison pourquoi il est aussi loin, en fait, dans le power ranking que j'ai fait. Je te comprends, mais ça reste un autre qu'on va mettre un petit highlighter. Là. Fait que là, on a 2 gardiens de but à surveiller. Puis moi, Jacob Fowler, écoute, je ne peux pas comprendre que... Puis ils n'en ont pas eu besoin, là, mais dans le tournoi cet hiver, U18, que U20, en tout cas. Ouais, en tout cas, on suit ça. C'est ça. Je ne peux pas croire que ce type de gardien de but-là n'avait pas été plus poussé pour être le gardien partant, parce que quand tu regardais les matchs, clairement, il était à sa place. On avait un Trey Augustine qui était là. Puis Jacob Fowler, j'ai l'impression, surtout quand on voit sa courbe, que c'est simplement une question de réputation qui a fait en sorte que ça l'a comme un peu freiné, parce qu'il est aussi bon, sinon meilleur qu'un Trey Augustine. Fait que c'est très le fun. Écoute, je pense que tu n'as pas tort là-dessus. T'sais. Puis, si on regarde les gardiens de but, tous les gardiens de but qui ont été repêchés cette année-là, mais si on pense à Rabat, je prononce tout crache, là, Rabal. Ou encore Augustine, ben tu sais, je pense que Fowler a été repêché beaucoup plus loin que ces gars-là, mais il n'est pas tant plus loin au niveau du développement. Tu sais, c'est un beau coup là, de l'équipe du CH là-dessus, je pense. Ah oui. Moi, je suis vraiment content qu'on ait été le chercher. Il y a des listes qui le mettait 2e, là, puis il a été choisi quand même, 5-6e gardien de but. Là. Un petit peu plus loin que les autres. Alors, Jacob Fowler à surveiller. Maintenant, notre 14e position, on le met pour Philippe Messer. Philippe Messer, pas mauvais. Une belle petite saison avec les Rangers de Kitchener. Est-ce que tu le vois-tu le potentiel, toi? Moi, j'ai encore de la misère. Cette année, il faut que ça se fasse. Là. Faut qu'il joue avec les adultes cette année, puis il faut qu'il se démarque cette année, vraiment. Parce que là, c'est là que ça passe ou ça casse. Je l'ai mis là principalement parce que je crois qu'il est prêt, là, puis qu'il est prêt à nous montrer de quel bois il peut chauffer avec des adultes. Encore là, tu sais, d'après moi, il est devant Farrell et Kidney, parce que j'ai l'impression qu'il devrait avoir une meilleure saison qu'eux à Laval cette année, parce qu'il y a beaucoup plus de potentiel qu'eux. Écoute, là, c'est ça, la balle est dans son camp, là, Messer, vraiment. Puis, tu sais, je le place là parce que j'ai encore espoir, mais
On en parle depuis un an, là, Seth, là, on a tous les deux un peu la même réserve sur ce gars-là. Frank, il l'a aussi. Écoute, là, prouve-nous qu'on t'a pas repêché juste parce que t'es le chum de l'autre. Là. Ouais, exact. On est rendu là. Puis non seulement ça, c'est un ailier droit, donc c'est un gars qui joue à droite habituellement. Puis à droite, on a beaucoup de joueurs. Là, on a Gallagher, on a Armia, on a Anderson. Fait que oui, ces gars-là vont éventuellement partir, mais ça reste que ça l'empêche, lui, au niveau de se faire une place, si on veut. Fait que là, est-ce qu'il n'est pas au-dessus d'aucun de ces joueurs-là pour l'instant? Donc, c'est sûr qu'on ne le voit pas dans la Ligue nationale pour au moins les 2 prochaines années. Puis, est-ce qu'à 5 pieds 10, 180, 175 livres, est-ce que ça va lui porter... Est-ce que le fait... Parce que c'est un gars qui est extrêmement intelligent, là, on ne va pas se mentir un peu à la Joshua Roy, si on veut. Ouais. Est-ce qu'il va se faire justice dans la Ligue américaine, qu'on sait que c'est un peu plus robuste, on le sait que le jeu c'est un peu plus décousu, mais que le jeu est quand même rapide, le jeu est quand même très fermé, hermétique. Fait que, est-ce qu'il va être en mesure de se faire une place là? Puis s'il ne réussit pas à faire sa place là, est-ce qu'on va juste abandonner le projet, passer à d'autres choses, ou on va quand même l'essayer en haut, vu qu'il n'y a pas de place? Ça va être difficile, là. Oui, mais moi c'est pour ça que je vois une saison complète pour lui à Laval là, l'année prochaine. Ouais. Écoute, j'espère qu'il sera en mesure de jouer avec un Gignac ou un Maillet. Là, si Maillet, c'est des deux gars qui font toujours partie là, du giron. Là. Pourquoi? Parce que c'est des gars qui ont plus d'expérience, c'est des gars qui vont être capables de lui apporter aussi au niveau offensif. Fait à jouer avec des gars comme ça, c'est là qu'on va voir si vraiment il y a du potentiel. Puis, tu sais, s'il y a le genre d'apport que Roy a eu avec ces gars-là, tu sais, je dis pas qu'il va faire qu'il faut qu'il fasse absolument 1 point par match là, pendant les 20 premiers matchs. Là, c'est pas ça que je dis. Ouais. Sauf que s'il est capable d'en faire 12-13 dans 15-20 premiers games, déjà là, ça va nous donner le signe que, OK, ce qu'on a vu en lui, en le repêchant, c'est là. Ouais. Puis je pense qu'on a besoin de voir ça là, dans l'équipe là, justement de recruteurs du CH pour avoir confiance en ce jeune homme-là encore. Écoute, moi, j'avais pas vu grand-chose. J'étais sur place. Ils ont dit Philippe Mécheur. J'ai fait Philippe qui? Moi aussi, j'ai capoté. Puis je l'ai vu monter sa scène. J'ai fait comme ouf, boy, hein? 5 pieds 10 qu'on. OK, ben, on est parti tout de suite après ça. On n'a pas resté. On s'est dit, bof, le trafic va être plus rapide que prévu. Je pense que tout le monde s'en fout un peu. Ce que je trouve dommage, c'est juste les joueurs qui étaient repêchés après lui. Mais là, on l'a dans notre cours. Ah, écoute, on va l'aider, le jeune. Là. On va voir ce qu'il est capable de faire. Au moins, en série, il a fait 16 points en 10 matchs. C'est ce que j'allais ajouter, Seth. On est sur la même longueur d'onde quand il faut. Ben, tu sais, oui, écoute, le côté positif de Mécheur, puis peut-être ce qui fait en sorte qu'il est plus élevé que des gars comme Kidney Farrell présentement, qui ont déjà une expérience pro de plus que lui. Là. C'est justement ça, en fait, là, c'est qu'il s'est levé dans les moments importants. Même au championnat junior aussi, il a fait le même. C'est lui qui a le gros but important pour les amener en prolongation. Bon, là, c'est aussi lui qui a fait l'erreur qui a mené au but victorieux de l'équipe adverse. Mais, tu sais, on voit qu'il aime ça un peu à l'image de Slavkovski, là, qui est son ami. Là. Il aime faire partie des grandes occasions, puis être la raison pourquoi son équipe va bien, puis être une des raisons pourquoi ça fonctionne dans son équipe. Fait que, tu sais, ça, c'est un gros point positif. Puis c'est quelque chose dans la culture qu'on recherche à 100%. Fait que c'est la raison pourquoi il est peut-être un petit peu en avance malgré ce qu'il nous montre. Je suis d'accord. Maintenant, l'autre que je suis pas d'accord, numéro 14. En 14e position, Oliver Kapanen. Oliver Kapanen. Hey, y en a-tu du buzz alentour de lui dans les dernières semaines, même le dernier tournoi là, qui est... C'est quelque chose, hein? Il a fait quoi? Un tour du chapeau avec les adultes. Fait que c'est... au moins, il joue avec des adultes déjà, donc c'est positif. Mm-hmm. Maintenant, est-ce que c'est la raison pourquoi il est encore... dans le sens... Il joue en Liga, là. Il joue pas dans la SHL, il joue pas dans la AHL. Mm-hmm. Ça, c'est une affaire que je comprends pas. Pourquoi il n'a pas décidé de venir? Non, il a décidé de signer un nouveau contrat en Europe. Donc, techniquement, il appartient encore aux Canadiens. Techniquement, si le Canadien veut le rappeler, il peut revenir. Mais la ligue où il joue,
C'est une ligue où il commence avant la AHL, commence avant le camp d'entraînement. Donc, on ne le verra même pas au camp d'entraînement, probablement, comme l'année passée. Là. C'est un peu dommage. Oui, mais 100%, Ced. Puis, tu sais, écoute, on voit des choses intéressantes de la part de Kapanen. J'ai l'impression que ça pourrait être un gars là, qui joue au niveau de la Ligue nationale, au niveau du le bottom 6, là, puis il pourrait venir solidifier ça de façon quand même intéressante. Là. Ouais. Est-ce que c'est le type de joueur qui veut vraiment prendre le temps d'arriver au hockey nord-américain puis avoir un rôle secondaire dans du hockey nord-américain, où il préfère justement continuer d'avoir sa petite vie en Finlande, puis d'avoir sa place sur les équipes, sur un trio de tête dans des équipes de la Liga. Écoute, de ce que j'ai vu de lui pour l'instant, c'est ce que ça me laisse penser. Il va jouer en Liga toute sa vie, puis il va être heureux de ça. T'sais. Il n'a pas besoin de venir prouver à tout le monde en Ligue nationale qu'il est capable de jouer au niveau de la Ligue nationale. Puis je pense que c'est un peu ça qui est décevant au final. Mais c'est ça. Il est quand même près du hockey professionnel nord-américain s'il a envie de venir jouer. Moins talentueux. Là, est-ce que ça... Oui, c'est ça. Mais est-ce que ça va fonctionner? Écoute, tellement de points d'interrogation sur ce gars-là. Là. Difficile de mettre plus haut dans un power ranking. Ben non, je suis d'accord. Mais tu sais, son avantage, c'est un centre. Fait que ça, c'est le fun. T'sais, on peut le bouger à gauche, à droite, au centre. Oui. Dans la Ligue nationale, j'ai pas l'impression qu'il jouerait au centre, mais c'est un gars de 6 pieds 1. C'est un gars qui est encore frêle, là, à 180 quelques livres. Là. Mais il n'a pas fini de remplir son gabarit. Il va continuer son frame de grossir. Puis, il est là dans les bons moments. Là, en série, il était là dans la Ligue d'adultes. 7 buts, 7 passes en 13 matchs. Dans le tournoi mondial, 4 parties, 6 buts. Pas de passe, mais 6 buts pareils, dont un tour du chapeau. Là, mais reste que même si tu enlèves le tour du chapeau, c'est un but par match pareil. Là. Fait que c'est très intéressant qu'est-ce qu'il nous montre, ces flashs. Maintenant, j'aimerais ça le voir en Ligue américaine. J'aimerais ça le voir jouer contre du monde de l'Amérique. Là, le style de jeu est complètement différent de la Liga. Là. Puis la Liga, c'est loin de ce que c'était avant. C'est plus parmi les 5 meilleures ligues du monde. Là. C'est fini ce temps-là. Non, c'est ça. Fait que, mais là, il a changé. Il a signé. C'est une équipe de la SHL, je ne me trompe pas, qui a signé. Oui, c'est une ligue de la SHL. Fait que ça devrait être un peu plus corsé, un petit peu plus difficile. Donc, SHL, c'est là où Engstrom joue, entre autres, jouait. Moi, je pense que ça va l'aider un peu, mais quand même. Oui, 100%. Mais tu sais, ce qui arrive aussi, c'est que Kapanen, c'est pas un joueur qui s'implique énormément physiquement. Sauf que, tu sais, imaginez, bon là, je vais nommer 2 autres joueurs là, qu'on va parler un peu plus tard, là, mais tu sais, imaginez qu'il complète un trio avec Owen Beck puis Luke Tuck, par exemple, tu sais. Ben là, il y a 2 gars qui vont compléter ces lacunes. Puis là, on pourrait parler d'un 3e, 4e trio qui peut jouer sans complexe, là, sans complexe contre les équipes adverses, puis qui va être capable d'engranger des points quand même de façon constante là, au niveau de la Ligue nationale dans 5 ans, mettons. J'essaie d'être réaliste. Là, dans 4-5 ans, ça pourrait être quelque chose de pertinent. T'sais. J'aime ça. Puis on va passer tout de suite au 12e. Donc, l'avant-dernier de notre liste pour aujourd'hui. Bogdan Konyushkov. Yes. Ben oui, on est capable de le dire maintenant, à force de l'avoir répété toute la saison. Là, on est capable. Ah oui, puis bon, là, je l'ai gardé loin parce que, tu sais, vous savez, là, on a, en tout cas ceux qui nous suivent, là, c'est quand même un défenseur qu'on a en haute estime là, au niveau de nos évaluations, malgré qu'on n'en entend pas beaucoup parler et on le voit pas beaucoup non plus. La raison principale pourquoi il se retrouve 11e, écoute, c'est que j'arrête pas d'être convaincu de ça, de tout ce que j'ai vu. Ce gars-là aurait joué pour le Canadien de Montréal cette année s'il avait été en Amérique du Nord. Là, la situation avec la Russie, sa situation contractuelle aussi présentement, est-ce qu'on va avoir la chance de le voir évoluer au hockey nord-américain dans les 2 prochaines années? Je le souhaite vraiment.
parce que c'est vraiment ça qui va nous dire, là, est-ce qu'on l'a enfin ce quatrième défenseur-là, ce deuxième défenseur droitier, en fait, là. Exact. Le défenseur de deuxième paire droitier, il a l'opportunité, là, la place est là pour lui. Il faut juste qu'il continue de progresser, puis qu'il vienne jouer en Amérique du Nord. C'est Exactement. juste ça qui lui reste. Puis petit aparté, Koniushkov joue dans une équipe qu'on a regardé pas mal cette année dans KHL, le Torpedo de Novgorod. Et qui d'autre joue là? Ben, Anton Silayev, entre autres, qui joue là. Donc, le Canadien, là, à l'œil. Je dis pas qu'on va repêcher Silayev, là, loin de là. Mais c'est quand même drôle de voir qu'une équipe réussit à mettre 2 jeunes joueurs, même plus que 2 jeunes joueurs en bas de 23 ans, dans leur alignement, puis de façon très régulière. Là. On s'entend, là, Koniushkov, il en mange des minutes. Là. Oui, puis tu sais, Silayev aussi, hein, faut pas oublier. Là. Mais oui, Koniushkov est utilisé absolument à toutes les sauces. On parle d'avantages numériques, de désavantages numériques, de temps 5 contre 5, de minutes importantes en fin de match. Écoute, c'est un des capitaines de l'équipe, là, c'est au niveau du leadership dans la chambre, mais au niveau de la glace, là, littéralement. Donc, à son jeune âge, au niveau de la KHL, bon, on s'entend, c'est pas une équipe dominante dans la KHL, n'empêche que c'est très impressionnant de voir une qualité de jeu et une maturité dans son jeu aussi présente. Honnêtement, là, je pense que ce jeune homme-là n'a absolument rien à envier à l'âge qu'il a à Kovacevic, par exemple, là, au niveau de sa stabilité qu'il pourrait apporter. Là. Même qu'il a probablement une meilleure première passe que lui. Là, puis pour en finir avec ce joueur-là, c'est le fun de voir que le Canadien a pris une chance sur un joueur plus vieux, donc qui n'avait pas été repêché à sa première année d'éligibilité. Ont décidé de jeter leur dévolu sur ce joueur-là en 4e ronde. Donc, pas longtemps. Là, il y avait comme, je pense, 2 choix de 4e ronde. Donc, les 2 choix là, de 4e ronde qui sont quand même proches. Si je ne me trompe pas, c'était Florian Jacquet dans ce coin-là, 4 ou 5 en tout cas. Puis, c'était lui. C'était les deux qui parlaient dans le fameux épisode là, qui nous ont montré les dessous. Là, c'était ces deux gars-là qui parlaient. Exact. Puis finalement, je le connaissais du tout. Je ne savais pas du tout c'était qui. Puis finalement, on se rend compte qu'il n'est pas mauvais du tout. Si c'était un gars de 6 pieds 2, 6 pieds 3, probablement qu'il aurait été pris en première ronde. Là. Des bonnes chances, quand même. Parce que même là, les gars de 6 pieds, c'est plus rare au niveau défensif qui sont choisis haut quand ils font moins de 6 pieds, à moins de faire, comme exemple, un Zane Parek puis de défoncer la ligue. Là. Donc, d'aller chercher des corps arrière offensifs. Là. Exactement. Fait que lui, c'est plus un all-around. C'est un gars qui va être là pour pas mal à toutes les sauces, comme peut se débrouiller un peu comme un peu comme un Jacquet en réalité, hein? Jacquet, là. C'est un gars intelligent sur la glace aussi, là. Exactement. Fait que ça, c'est toujours bon à avoir, surtout quand c'est droitier. Puis finalement, le penchant, mais gaucher, en 11e position, Adam Engstrom, qui jouait en SHL, qui a fait les séries en SHL. Donc, ça a été long avant qu'on sache finalement est-ce qu'il va se déplacer dans la Ligue américaine. J'avais hâte. Puis là, on va le voir l'année prochaine. Là. Ça va être le fun. C'est la raison pourquoi il se retrouve devant Koniushkov. Là, on aurait pu les interchanger. Là. Je pense qu'on les voit même compléter une maudite belle paire là, un jour. Mais bon, ça, c'est l'avenir qui va savoir nous le dire et nous le montrer. Mais oui, Dan Engstrom, écoute, là, ça va tellement faire du bien de le voir jouer du hockey nord-américain l'an prochain. C'en est un autre qu'on disait beaucoup de bien, puis probablement qu'il n'aurait pas fait mal à l'organisation du Canadien s'il avait joué, s'il avait porté l'uniforme du CH cette année. Là. Probablement un défenseur qu'on aurait apprécié déjà, même si il a joué en SHL toute l'année. Fait que c'est vous dire à quel point ces défenseurs-là, là, on les met loin encore parce que, tu sais, ça a beau être des rumeurs que leur entraîneur parle, ça a beau être des commentaires qu'on a de la Russie ou de la Suède envers ces gars-là, mais tant que je ne l'ai pas vu de mes yeux vus jouer dans le calibre de hockey de la Ligue nationale, je peux pas dire que c'est des gars qui vraiment ont leur place, là, on s'entend. Sauf que c'est ça, les commentaires semblent relativement unanimes dans le sens que Engstrom et Koniushkov auraient tous les deux pu jouer dans pratiquement toutes les équipes de la Ligue nationale sur une
troisième paire, admettons. Là, ouais. Parce que troisième ils sont tout jeunes ou, encore. Là. C'est ça, parce qu'ils sont exact. tout jeunes encore en apprentissage. Là. Mais c'est des gars qui étaient prêts et matures pour la Ligue nationale. Ben, ce qui est le fun en plus, Engstrom, c'est qu'il est physique déjà. Donc, c'était déjà un gars qui est habitué au jeu physique. Fait que moi, je pense que la transition va se faire très bien là, vers la Ligue nord-américaine. Les ligues nord-américaines. C'est l'avantage des Suédois aussi. Là. Tu sais, là, on a parlé de Kapanen. Là, il y a son alter ego suédois qui est encore disponible, qui a une année déjà nord-américain de jouer. Là. On va en parler dans le prochain épisode. Mais tu sais, ils sont souvent plus habitués de jouer physique, justement, puis le hockey suédois s'est adapté il y a quelques années à ça, là, quand même rapidement, là, avec l'ère Landeskog et autres. En tout cas, il y a de plus en plus de joueurs physiques qui n'ont pas peur d'aller brasser pour accoter, justement, le style nord-américain. Fait que, il ne faudrait pas être surpris de voir de plus en plus de Suédois de 3e, 4e ligne là, faire leur place dans la Ligue nationale dans les prochaines années, je pense. Exact. Puis ça, c'est typique d'une nation qui a évolué. Parce qu'au début, ceux qui sortaient, c'était les plus talentueux. C'était les gars qui étaient capables d'amener oui, exactement. Puis qui amenaient une offensive supplémentaire. Puis là, on commence à voir que, OK, bon, voici ce qu'on doit faire pour amener des jeunes dans la meilleure ligue au monde. Il faut établir ces bases-là. Ils l'ont fait. Leur programme est excellent. Je pense que la Suède, année après année, montre qu'ils sont matures, ils montrent qu'ils sont capables d'évoluer avec les meilleures équipes. Donc, on a les meilleures équipes, évidemment, les États-Unis, la Russie, le Canada. Là, la Russie, on ne les voit pas, là, mais donc, on voit que c'est quand même dans le top 5 des équipes là, au monde. Là. Fait que ça, c'est ça qui est le fun, de voir qu'il y a des joueurs de rôle différents qui puissent percer la Ligue nationale. Ah, c'est vraiment une belle évolution de leur part, puis ça nous donne des joueurs comme Ekstrom qui s'en viennent. Puis, bon, j'espère qu'il y en a d'autres qui vont percer la ligne. Là. Mais à l'instar de d'autres nations, là, ils continuent à performer. Puis même s'ils sont tout petits, tout petits en termes de démographie, là, ils continuent à s'imposer au niveau du hockey là, international. Exact. Puis tu sais, dans la Ligue nationale, de ceux qu'on voit, là, Nylander, Pettersson, Dahlin, l'autre Nylander, donc le frère de l'autre, le plus jeune, le plus vieux, excuse-moi. Non, ils sont proches. 96-98. Alexander Nylander, il est 2 ans plus jeune. On a Lucas Raymond, fait que c'est beaucoup du talent top, là, Philippe Forsberg, ben après ça, on a des Zibanejad. Alexander Holtz aussi vient de là, je pense. Oui, exact. Holtz qui vient de là. Eric Carlson, évidemment. Fait qu'on voit que c'est beaucoup des hauts talents, là, mais de plus en plus, on va avoir là, de ces talents-là qui sont peut-être un petit peu plus rough and tough, puis qui amènent un truc de plus que les talentueux amènent moins. Fait que voilà, ça fait le tour de notre premier épisode du top 20. Premier ou deuxième, je vais peut-être le splitter en 2 parce qu'on en avait des choses à dire, je pense, même si ça va être le fun. Là, ça a pris, là, c'est ça. Exact. Fait que demain, on vous donne le deuxième, l'inverse en réalité. Là. Fait qu'on va le faire en 2 épisodes. Ça va être parfait. Mais ça a fait le tour de 20 à 11. Prochain épisode, on parle du top 10. Puis là, il va y avoir des surprises, mais pas tant. Parce qu'on les connaît, les gars qui sont les tops. Là. Mais ce qui va être le fun, c'est de vous montrer les statistiques, de montrer peut-être, puis de parler de l'évolution, puis qu'est-ce qu'on pense qu'ils vont être en mesure d'accomplir dans la Ligue nationale dans les prochaines années. Puis on va se le dire, là, on a hâte là, qu'ils fassent les séries. Donc, est-ce que ces joueurs-là vont pouvoir nous aider à faire les séries? Ben, c'est ce qu'on va le savoir la prochaine fois. Merci beaucoup, Julien. Merci, la gang. Yes, thumbs up tout le monde. Oui, certainement. Si vous aimez ça, thumbs up. Suivez-nous aussi. Toujours là dans le show de Frank, dans la playlist, donc la liste de lecture des Mordus de hockey. Merci beaucoup. Salut. Salut tout le monde.